Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc ce soir, nous allons avoir deux points de vue, deux ordres du jour. Réaménagement de la rue de la Croix-d'Hiver entre Cambronne et Javel et la gestion des déchets à Paris, y compris alimentaires. Donc nous allons avoir des personnes qui vont nous exposer ces deux points. Et vous pourrez, à la fin de ces deux exposés, enfin après chaque exposé, demander la parole. Par contre, ce que je vous demanderai, c'est de ne pas prendre la parole sans l'avoir demandé, afin que tout le monde puisse parler facilement. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à Monsieur le maire, Monsieur Philippe Goujon. Non. Alors, on va faire une présentation. Tu présentes. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc, je suis Alain Boulanger, je travaille au service des aménagements et des grands projets à la direction de la voirie et des déplacements. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui ce qui est envisagé sur la rue de la Croix-d'Hiver, entre la rue de Javel à peu près et la place Cambronne, donc qui concerne pour une grande partie le quartier dont c'est le conseil aujourd'hui. Donc il y aura trois grandes parties, quelques éléments de diagnostic, une présentation des propositions d'aménagement, et puis pour finir des éléments sur le budget et le calendrier. C'est toujours intéressant d'avoir ces éléments-là. Et ensuite, on pourra donc consacrer un petit temps sur les échanges entre nous. Tout d'abord, moi je suis tout seul aujourd'hui à la réunion publique. Il y a quelques semaines avec Monsieur le maire, on était un petit peu plus nombreux. Tout le monde n'est pas venu ce soir. Donc on a un architecte qui a travaillé sur ce projet qui s'appelle Méandre Méziani. Le chef de projet, c'est Antoine Chastenay et il est pas là aujourd'hui. Donc moi, Alain Boulanger. Et puis on a aussi un spécialiste des végétaux, puisque en fait cette rue dans son projet va faire une part belle à la végétalisation. Alors moi je ne suis pas un spécialiste des végétaux, donc je vous montrerai quelques photos d'arbres, mais je ne fais pas la différence entre un érable et un tilleul, donc vous m'excuserez par avance de pas savoir répondre à des questions qui toucheraient vraiment à ces spécificités-là, mais je les noterai et je vous ferai parvenir les réponses le cas échéant. Donc, quelques éléments de diagnostic. Vous m'entendez pas bien ? Ah, il faut que je parle comme ça. Donc là, j'ai représenté sur cette carte le périmètre du quartier, donc le quartier Saint-Lambert, et puis en rouge, les limites du périmètre du projet, donc rue de la Croix-d'Hiver, entre la place Cambronne et puis la rue de Javel, voire même un petit peu au-delà. Donc les premiers éléments de diagnostic qu'on peut aisément partager, c'est le fait de voir qu'en fait, sur une grande partie de cette rue, on a des trottoirs qui sont quand même très étroits, donc souvent inférieurs à 2 mètres. Donc quand il faut se croiser avec des poussettes, et je ne parle pas des fauteuils roulants, mais c'est pas toujours très aisé. Donc les piétons ne sont pas les mieux servis en fait sur cette rue. On a plutôt une largeur de chaussée, en revanche, qui est plutôt confortable parce qu'on a une file de circulation dans chaque sens, mais avec 4 mètres pour chacune. En général, on est plutôt à 3 mètres pour une file de circulation. Donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt confortable. On a du stationnement sur une grande partie de la rue. Et puis, comme dans toutes les rues de Paris, les trottoirs sont encombrés, il y a des obstacles, il y a les panneaux, la publicité, les terrasses qui font que ce n'est pas forcément très facile de marcher. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi de cette rue, c'est qu'elle est très minérale. Les carrefours n'ont pas été refaits depuis un certain moment. Donc, du coup, on a des traversées piétonnes qui sont assez longues à l'ancienne. Donc, pas toujours très sécurisant, même s'il n'y a pas forcément des accidents en nombre sur cette rue. On n'aime pas bien avoir des traversées piétonnes longues de cette façon-là. On a une rue aussi qui est très minérale aujourd'hui, donc pas d'arbres, pas beaucoup vraiment pas grand-chose en végétalisation. Et donc c'est tout l'enjeu de ce projet. En termes de circulation, donc c'est une rue qui aujourd'hui est à double sens, entre Cambronne et la rue de Javel et même au-delà. Et donc on a quelques bus qui
l'emprunte, la ligne 80 dans un sens et puis la traverse aussi de façon très ponctuelle. En termes de cyclabilité, on va dire, c'est une rue qui, dans le 15e arrondissement, fait un petit peu de tâche puisqu'on n'a pas d'aménagement cyclable du tout sur cette rue. Donc, à vélo, c'est pas non plus très, très pratique et très, très simple de l'utiliser. Et voilà. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que lors des réunions et des propositions d'aménagement possibles dans le cadre de l'opération Embellir votre quartier, il y a eu beaucoup de propositions en faveur de cette rue. Donc, lorsqu'on a passé donc, ces propositions au vote, eh bien, il y a eu 150 votes favorables pour un réaménagement de la rue avec de la végétalisation, plus de place aux piétons, etc. Donc, du coup, le projet que je suis en mesure de vous présenter, donc il a été travaillé dans ce sens-là, avec plus de confort et de sécurité pour les piétons, végétaliser la rue en privilégiant si possible la plantation d'arbres, et puis créer des aménagements cyclables, ou un aménagement cyclable en tout cas, qui manque aujourd'hui. Donc, la première chose qu'il faut dire, c'est que cette rue va, dans le cadre de ce projet, passer à sens unique depuis la rue de Javel jusqu'à la place Cambronne. Donc circulation dans un sens seulement. Alors pourquoi ce sens-là? Donc dans les deux sens de circulation, on a conservé celui où il y avait le plus de trafic, à peu près 500 véhicules par heure. Donc c'est pas une circulation si dense que ça, mais 500 c'est quand même un bon niveau. Dans l'autre sens, celui qu'on se propose de supprimer, on n'a que 300 véhicules par heure, donc c'est moins. Et donc c'est pour ça qu'on a supprimé ce sens-là. Donc on pourra y revenir si vous avez des questions à ce sujet-là. Donc voilà, le projet c'est quoi? Alors par exemple, si ici on est plutôt vers le nord, donc en dehors des limites du quartier, mais ça peut vous intéresser quand même, j'imagine. Vous voyez que donc là on se trouve entre la rue Letellier et la place Cambronne. Donc, on est dans une partie où on voit que la chaussée prend beaucoup de place. Les trottoirs à gauche sont très étroits. À droite, ici, on est au niveau d'un retrait d'alignement avec cet hôtel. Là, donc, on a un espace plutôt généreux, mais c'est plutôt une exception, hein. Dès qu'on avance un petit peu, on se retrouve avec un trottoir étroit. Là, malheureusement, on n'a pas la possibilité de planter. Vous savez que pour végétaliser, eh bien, il ne faut pas qu'on soit au-dessus de réseaux. Alors surtout pour les arbres, pour les strates basses, on y arrive quand même à condition d'avoir des modelés, etc. Sauf si on a la compagnie parisienne du chauffage urbain, parce que forcément les plantations et le chaud, ça fait mauvais ménage. En tout état de cause, dans cette partie-là, malheureusement, on ne peut pas végétaliser, on peut pas planter. En revanche, on peut élargir les trottoirs et c'est ce qu'on se propose de faire. Donc sur la coupe que vous voyez ici, en bas, donc, vous avez la coupe de l'état actuel et la proposition. Donc les parties oranges, c'est l'élargissement de trottoir qu'on se propose de réaliser. Donc si vous prenez à partir de la gauche, on a un trottoir actuel qui fait 1,99 m, donc 2 mètres. On va passer à 3,50 m, donc une largeur quand même bien plus confortable, hein. Ensuite, on aura à contresens une bande cyclable pour les vélos uniquement, évidemment, sous forme de marquage de 2 mètres de large. Maintenant, c'est la largeur qu'on retient pour des aménagements cyclables en unidirectionnel, comme on dit dans le jargon. Ensuite, on aura une file de circulation sur 4,30 m, donc qui permet alors, notamment la circulation du bus, hein, et puis qui permet aussi aux véhicules de dépasser les vélos, parce qu'il y a quand même des vélos dans ce sens-là aussi. On récupère une file de stationnement et on élargit le trottoir et donc on le passe de 2,23 m à 4,46 m, donc c'est très précis. Donc en fait, on double la largeur du trottoir. Alors c'est pas très intéressant là où on a la partie large, mais de part et d'autre, c'est significatif.
Un autre exemple, et là pour le coup on est dans le périmètre de votre quartier, entre la rue Mademoiselle et la rue du Théâtre. Donc et là pour le coup on peut végétaliser, on peut planter des arbres, notamment sur le côté qui est à gauche. Je ne sais plus si c'est le côté pair ou impair. En tout état de cause, donc vous voyez aussi là sur cette photo, on voit bien que le trottoir est quand même très, très étroit à droite. Hein. Donc le côté droit, on l'élargit, on passe de 1,39 m à 3,19 m. Donc on l'élargit de façon significative quand même. On a notre fil de circulation, pareil pour les bus et dépasser les vélos. Notre bande cyclable à contresens, donc qui vient vers nous hein, sur cette image. Et puis ensuite, un élargissement de trottoir de 1,53 m sur lequel on va planter des arbres. Donc on plante des arbres, mais on a aussi quand même le bénéfice d'un petit élargissement de trottoir. Et alors, quand je dis des arbres, c'est souvent des arbres dans des jardinières. Ce n'est pas uniquement des arbres sur un trottoir de façon isolée. C'est des bandes plantées avec des vrais arbres, des arbres de taille importante. On verra des exemples par la suite. Et puis pour finir, une coupe au niveau plus au sud, donc entre la rue de Javel et la rue Charles Lecoq, où là aussi c'est quasiment la même chose, sauf que du côté droit, on a souhaité conserver quand même du stationnement parce qu'on en supprime quand même pas mal, hein, parce qu'on peut pas avoir tout. Donc si on élargit les trottoirs, si on végétalise, c'est forcément au détriment de la circulation et du stationnement. Dans cette partie-là, on conserve quand même des places de stationnement, si bien qu'on concentre nos efforts plutôt sur le côté opposé, en élargissant les trottoirs, donc de 2,58 m en plus, et on aura aussi des arbres dans des jardinières. Donc voilà, si on prend maintenant certains carrefours, parce que ça c'était les sections courantes sur la rue, hein, sur la longueur de la rue. En revanche, on s'est intéressé aussi au carrefour. Donc ici, on est au débouché de la rue du Théâtre. Donc on a un carrefour qui est quand même assez généreux aussi en termes de chaussée, avec des traversées piétonnes qui sont longues. On le voit bien sur cette photo hein, de Google. Donc et là, je vais passer au plan d'aménagement. Donc vous avez la rue du Théâtre qui est en haut, au milieu, la rue de la Croix-Niver donc à l'horizontale. Et vous voyez que tout ce qui est en jaune foncé, c'est ce qu'on élargit. C'est le trottoir qu'on élargit. Et donc, vous voyez qu'on intervient en fait un petit peu à tous les niveaux dans ce carrefour, sur la rue de la Croix-Niver avec la plantation d'arbres. Donc là, on en a 12 à gauche de la rue du Théâtre et puis 8 à droite, sur un élargissement de trottoir très généreux. On reprend aussi les îlots et les angles de trottoir qui forment le carrefour entre Joseph-Liouville et la rue Auguste Dorchin. Et donc là, on réduit de moitié quasiment les traversées piétonnes, donc sans entraver en fait la circulation. Les véhicules arriveront toujours à tourner, il n'y a pas de souci. On a vérifié les gyrations. En revanche, pour les piétons, c'est quand même un gain appréciable. Et puis on a 3 arbres qu'on arrive aussi à planter à ce niveau-là. Si on passe maintenant au débouché du square Saint-Lambert, donc là, on arrive vers le square. Le square est à droite, hein, ici. Et donc là, c'est pareil. On reprend un petit peu l'ensemble de cet espace en réduisant la traversée piétonne, en plantant des arbres. Donc cette fois sur le côté opposé, c'est là où on a le potentiel de plantation possible, avec des élargissements de trottoirs, et donc aussi avec 2 arbres qui viennent aussi encadrer donc l'entrée vers le square Saint-Lambert. Et puis enfin, pour terminer, donc une partie importante, c'est à la fin du parcours au sud de notre parcours. Donc
au-delà de la rue de Javel, on a aujourd'hui cet embranchement, là, cette fourche. Et donc, on se propose, en fait, vous allez voir sur le plan ensuite, de fermer la partie qui est à gauche. Donc, en fait, de faire passer toute la circulation sur la rue de la Croix-Nivert dans les deux sens. Donc, la partie qui est à droite de l'îlot triangulaire où il y a le sens interdit. Et tout ce qui est à gauche, on le ferme à la circulation et on le végétalise. Donc, en fait, comme un petit square, en fait. Et donc, sur cette image, donc, vous avez l'évocation de ce que je viens de décrire à l'instant, c'est-à-dire que ce qu'on végétalise et ce qu'on ferme à la circulation, c'est ce que vous voyez en jaune foncé, où on a écrit voie pompier, avec donc les 5 arbres qu'on vient rajouter à cet endroit-là. Et puis, et voilà, c'est essentiellement ça le principe de cet aménagement. Donc, pour vous donner des exemples, ce ne sont pas des photomontages, c'est plutôt des images de référence de ce qu'on a déjà réalisé dans Paris. C'est donc les bandes plantées, c'est un peu ça, avec des arbustes de petit développement. Ça peut être un peu plus haut. En tout cas, donc, on a donc des espaces végétalisés qui sont sur 2 mètres. Ça peut être un peu plus selon la place qu'on a. En termes d'aménagement, alors peut-être plus destiné aux cyclistes, c'est donc la bande cyclable, elle fait 2 mètres de large, et puis elle est protégée au niveau des carrefours, à certains endroits en tout cas, par ces petits potelets qu'on voit de plus en plus dans Paris. Et puis on rajoute du stationnement vélo avec ce mobilier en forme de trombone. Donc ensuite, c'est là où je sors un petit peu de ma zone de confort en vous montrant ces images d'arbres. Donc l'idée de la direction des espaces verts, c'est de diversifier en fait, d'avoir des arbres qui sont à la fois locaux, qui viennent de la région, et puis qui sont résistants et qui peuvent résister aussi au changement climatique. Donc c'est un peu ça l'esprit. Donc ici, on a un févier, un tilleul, un orme. On a aussi des érables de plusieurs sortes. Donc voilà. Et enfin, ceux-là encore, des fruitiers comme le poirier, merisier, érable. Voilà. Et des arbres de petit développement, magnolia ou malus, trilobata, donc ou encore des pommiers. Oui, je les connais parfaitement. Voilà. Avec donc ce chiffre quand même en haut, donc 418 mètres carrés de jardinière et 46 arbres de plantés dans cette rue, donc c'est quand même pas rien, ça représente quand même quelque chose, donc un changement de paysage assez garanti quand même. Voilà encore d'autres exemples de voies aménagées dans cet ordre d'idées, donc avec des arbres de moyen développement, parce qu'on reste quand même proche des façades. Quand on est à un trottoir de 4 mètres de large, on ne peut pas planter des platanes qui vont avoir une fondaison énorme, qui vont rentrer dans les fenêtres des gens, etc. Donc on reste sur des arbres de moyen développement quand même. Voilà encore un exemple. Voilà. Donc en termes de budget, donc il y a un gros effort qui est consenti sur cette opération parce que l'opération embellir votre quartier, en général, elle consacre quelque chose de l'ordre de 4-5 millions par quartier. Cette opération, à elle seule, on est à 6,25 millions d'euros. Donc le maire du 15e a choisi d'aller piocher un petit peu dans tous les EVQ du programme du 15e pour permettre à cette opération d'être bien aboutie, d'être d'ampleur et importante. Et donc, c'est ce qui nous a permis donc, de faire ce projet. Et donc, dans ces 6 250 000, on a 1 150 000 pour la végétalisation. Le calendrier, donc, on a déjà bien avancé. On commence à présenter ce projet aux habitants. Donc, une réunion publique, maintenant un conseil de quartier. Il y en a 2 autres ou 3 autres même à suivre. Ensuite, on a encore des études à finaliser parce que ça, c'est
c'est ce qu'on appelle l'avant-projet, mais on a le pro. Alors le pro, on rentre plus dans les détails. Je passe sur les détails, mais on doit réaliser aussi un zonage pluvial, c'est-à-dire que maintenant, on essaye de ne pas envoyer toutes les eaux pluviales à l'égout, de les infiltrer dans le sol, de les renvoyer à la terre pour éviter que les égouts s'engorgent en cas de pluie forte, ce qui va malheureusement arriver de plus en plus souvent, et donc qui peut provoquer des inondations ou un égout qui monte en charge et du coup, on soit obligé de tout renvoyer à la Seine. Hein. C'est ce qu'on faisait jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout ça, maintenant, on revient sur ces principes et on essaie d'infiltrer le plus possible dans la terre. Il se trouve que dans le 15e arrondissement, sur cette rue, on n'a pas de problème de sous-sol. L'inspection générale des carrières nous a garanti qu'on avait des sols qui étaient bien capables d'absorber ces infiltrations d'eau. Voilà. Donc, on a encore du boulot avant de passer les marchés de travaux. Et donc, on envisage un début de travaux dès octobre 2024. Et ça devrait durer un peu plus d'1 an. Mais alors, évidemment, ce n'est pas 1 an au même endroit. C'est par phase. Donc, voilà, vous ne serez pas embêtés pendant si longtemps sur le même endroit. Voilà, j'en ai terminé. Donc, si la parole est à vous. Oui, juste un mot avant que chacun puisse s'exprimer sur ce projet qui a déjà fait l'objet d'une présentation à la population locale, hein, puisque nous avions une réunion en mairie avec plusieurs centaines de personnes. Mais c'est bien que votre conseil de quartier, sous l'égide de sa présidente, ait choisi aussi évidemment une présentation de ce projet. Qui est un magnifique projet, je n'hésite pas à le dire. Et je remercie d'ailleurs la direction de la voirie et M. Boulanger et toutes les équipes d'avoir accepté de travailler et de retravailler, de retravailler ce projet, parce que nous avons eu de très très nombreuses heures de travail et de nombreuses réunions pour aboutir à ce qui vous est présenté aujourd'hui et qui me semble être le résultat le meilleur qu'on puisse obtenir pour l'aménagement d'une rue assez austère quand même, hein, et dangereuse, avec beaucoup de dysfonctionnements, comme celle de la Croix-Nivert, qui est caractérisée d'ailleurs par sa diversité selon les tronçons. Hein. C'est pour ça qu'on s'est arrêté à une partie de la rue. On n'a pas fait toute la rue parce que d'abord ça coûte très cher, hein, comme vous pouvez le constater. Mais j'ai obtenu de la ville de Paris les crédits nécessaires pour tout ça. Mais il faudra voir aussi la deuxième partie de la rue. Mais enfin, on ne va pas tout mélanger. Aujourd'hui, on présente ce projet qui, depuis longtemps, me taraudait parce que je voyais cette rue de la Croix-Nivert, depuis des années, avec ses dysfonctionnements, ses nombreuses difficultés de fonctionnement, m'amenait à souhaiter qu'elle soit profondément modifiée. Alors, on a tourné le problème dans tous les sens. Et vraiment, le résultat est à la hauteur et ça va nous amener simplement, ça, je ne l'ai pas souhaité, mais malheureusement, en tournant le problème dans tous les sens, il n'y a pas d'autre solution que de le mettre en sens unique à partir de la place Cambronne jusqu'à Javel, parce que sinon on ne peut pas planter les arbres, élargir les trottoirs. Il y a eu de nombreux accidents dans cette rue, comme vous le savez. Qui est très inconfortable. Donc il fallait faire une priorité, hein, choisir comme priorité les habitants et les piétons. Quitte à ce que, et on n'en a pas beaucoup parlé, mais les reports de circulation se fassent ailleurs, mais de façon assez minime finalement. Puisque le sens qui est mis en sens unique, en fait le sens qui est interdit à la circulation, ne supporte pas un flux de véhicules très important. Donc tout ça se répartit assez harmonieusement dans les rues voisines. Évidemment, il faudra être attentif peut-être aussi à modifier les durées de feu sur Frémicourt, etc., enfin place Cambronne, de façon à ce qu'il puisse y avoir une fluidité. Il y a des petits sujets encore qu'il faut continuer à régler, comme ce qui arrive de la Villa Croix-Nivert et autres. Vous voyez, tout ça n'est pas encore totalement figé. Il y aura aussi sûrement des transformations à faire rue Villa Croix-Nivert, qui aboutit dans la rue Croix-Nivert. Et donc les gens ne pourront pas tourner, les automobilistes en tout cas, ne pourront pas tourner à droite qu'en venant de la rue de la Villa Croix-Nivert. Enfin bon, il y a quelques petits sujets comme ça. Mais enfin, on arrive à une rue, il doit y avoir des espaces très confortables pour les piétons, des plantations d'arbres. Moi, je vous le dis, hein, mon projet, c'est de
d'arborer toutes les rues du 15e quand ce sera possible. Celle-ci sera peut-être la plus importante d'ici la fin de la mandature, puisqu'il y a près d'une cinquantaine d'arbres quand même qui seront plantés. C'est un effort gigantesque de la ville, et je remercie, avec en plus des plates-bandes végétalisées, parce qu'il y a des endroits, et vous le verrez malheureusement dans la première partie de la rue, à partir de Cambronne jusqu'à la rue du Théâtre ou un peu avant, on ne peut pas planter d'arbres, parce que justement il y a des réseaux souterrains. Et c'est vraiment un gros handicap, mais on ne peut pas planter d'arbres, c'est dommage. En tout cas, quand on ne peut pas planter d'arbres, on essaie de faire des plates-bandes végétalisées, ce qui n'est pas toujours possible non plus. Mais enfin, voilà vraiment ce qui a été fait sur le plan de la végétalisation et le maximum qu'on puisse faire. Tout en, bien sûr, gardant une partie du stationnement. Il faut toujours établir des compromis un peu difficiles, un peu boiteux. On peut vouloir une ville sans stationnement du tout, mais enfin, il y a quand même un certain nombre de nécessités aussi de livraison, de personnes en situation de handicap, de personnes qui ont absolument besoin de leur véhicule. Donc on ne peut pas non plus tout empêcher. Donc voilà ce que je voulais dire simplement en exergue de cette réunion, et maintenant, bien sûr, écoutez vos observations. Oui. Jocelyn, vas-y. Bonjour. Juste une première question sur la coupe 139. En fait, c'est pour dire que le trottoir, il restait à 2 mètres. On ne peut pas faire mieux à cet endroit, parce qu'en plus, c'est assez moche. Il y a le terminal de bus, là. C'est le seul endroit où le trottoir, il reste à 2 mètres. Et c'est pas grand, quoi. C'est vrai, c'est le seul endroit où il reste à 2 mètres. Alors, une des raisons, il y a 2 raisons en fait principales. C'est que, si on voulait conserver quelques places de stationnement, on s'est dit que c'était un endroit plutôt adapté, parce que précisément, comme on est le long du dépôt de la RATP, on n'a pas une façade active, on n'a pas de commerce. Donc, c'est peut-être l'endroit où où les piétons ont peut-être envie de passer plus de l'autre côté. Enfin, il n'y a pas forcément la même attractivité que sur d'autres sites. Donc c'est celui-ci qu'on a réservé aux emplacements de stationnement. J'ajouterais que j'ai demandé à la RATP de végétaliser la façade de son dépôt de bus, ce qui malheureusement n'a pas été possible en raison de la transformation de ce dépôt de bus. Et ça, c'est intéressant aussi. Alors que nous avions des bus diesel en partie, maintenant ce sera des bus entièrement électriques, donc non polluants, mais l'installation de batteries, enfin de recharge, de bornes de recharge, etc., interdit sur le plan de la sécurité incendie de végétaliser la façade. Les pompiers ne l'acceptent pas, puisqu'il y a des bornes de recharge et de batteries, de bus électriques derrière la façade. Donc on ne peut pas végétaliser, ce qui aurait été quand même plus sympa de planter des arbres là aussi, mais voilà. De planter des arbres et de végétaliser la façade. Ouais, parce que l'autre côté, on a 5,40 m ou 5,60 m, donc on peut peut-être couper la poire en deux, quoi. Oui et non, parce qu'encore une fois, si on veut planter des arbres un petit peu plus volumineux, on a intérêt aussi à avoir une largeur de trottoir qui s'y prête aussi. Donc c'est vrai que là, on a mis le paquet d'un côté, plus pas en sacrifiant, mais en étant moins ambitieux de l'autre côté, c'est vrai. Oui. Okay. J'avais une autre question concernant le réaménagement du bout de la rue de Javel. Et c'est là où va se passer le croisement avec les cyclistes. Puisque les cyclistes, ils auront une voie dédiée, avant, à droite. Et à gauche, ils sont perdus dans la nature. Donc comment ça se passe, le croisement? Parce que c'est toujours les zones où c'est un peu compliqué pour les cyclistes, le changement de rythme. Là, ici, effectivement, ça c'est la configuration type du projet. Donc l'élargissement de trottoir avec des plantations parfois, puis la chaussée, donc une file de circulation vers la place Cambronne, et dans l'autre sens, donc on voit bien la bande cyclable de 2 mètres de large. Donc ici, on en profite pour... donc là, c'est l'espace qu'on ferme à la circulation pour le végétaliser.
avec une amorce de bande cyclable sur la rue de Javel ici. Et là, j'ai envie de dire, on sort de notre périmètre. Alors, Monsieur le maire évoquait la possibilité d'un aménagement aussi de la suite de la rue de la Croix-d'Hiver. Donc peut-être que ça viendra et qu'on aura aussi la possibilité d'avoir un aménagement cyclable qui continue. Toujours est-il que là, on se retrouve avec un carrefour en croix, comme on dit, hein, donc quelque chose de relativement simple à gérer en termes de fonctionnement de carrefour, avec des feux, de la signalisation tricolore. Donc je dirais quelque chose qui est plus simple qu'aujourd'hui, puisque aujourd'hui vous avez les cyclistes qui viennent ici et qui sont en conflit avec les véhicules qui arrivent sur cette partie-là. Et là, il n'y a pas de feu pour le coup. Donc à la limite, en obligeant, entre guillemets, les véhicules à tourner à droite à ce niveau-là, on gère mieux donc les conflits cyclistes-vélos. Il y a un feu juste Il y a un feu ici, oui, là. Il y a un feu là. Ah, d'accord. Mais ça reste quand même assez simple et assez sécurisé d'avoir donc ce carrefour en croix avec des feux. Pour vous expliquer toute la genèse en fait du projet, puisqu'au départ on devait aller de Cambronne jusqu'à Convention. Et lors de toutes les réunions de travail sur place, parce qu'il n'y a rien de mieux plutôt que sur les plans d'aller sur place, on s'est rendu compte que si on mettait en sens unique de Convention jusqu'à Cambronne, à ce carrefour Javel, où là effectivement l'idée était de fermer, on aurait renvoyé tous les véhicules, et ils sont nombreux, qui vont donc de Javel, qui repartent sur Convention, ils partaient tous, direction en face. Et donc ça renvoyait effectivement énormément de circulation pour pas grand-chose. Et donc dans les études de report de circulation, il a été plus judicieux de garder ce bout entre Javel et Convention en double sens, dans une première phase du projet. Je ne dis pas que ça n'évoluera pas dans l'avenir. Pour l'instant, c'est quand même la meilleure des configurations. Donc oui, tout a été étudié et vous savez, on a au sein du conseil d'arrondissement Isabelle Le Sens, qui est spécialiste des mobilités dites actives, douces, ou vous les appelez comme vous voulez. Elle a revu, on a revu les choses. Ce qui était important pour nous à ce carrefour-là, c'était effectivement d'en terminer avec ce qui existe aujourd'hui, qui est mal foutu, aussi bien pour les piétons, aussi bien pour les automobilistes que pour les cyclistes. Voilà. Et là, c'est vrai que cette idée, en plus, on fait une sorte de mini-parc. Donc c'est pas plus mal. Donc je pense que tout ça va bien s'intégrer et qu'il n'y aura pas trop de difficultés pour les cyclistes dans l'utilisation effectivement de ce carrefour. Excusez-moi, je vais peut-être encore deux questions. Les voies cyclistes, elles sont délimitées par des poteaux, des petits poteaux en plastique, comme on a eu avant? Pas partout. Ah, ok. Parce que en fait, c'est la première solution qui était rue de Vaugirard et elle était démontée pour mettre des margelles en granit. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a été changé, mais là, ça va rester parce qu'en fait, en 2 ans, on a revu toute la zone, toute la piste cyclable de la rue de Vaugirard. Une fois en potelet, une fois en margelle. À rue de Vaugirard, c'est la situation un peu différente parce qu'on a une piste bidirectionnelle. Donc il faut la protéger de façon plus importante. Parce que, oui, non, mais la première étape, c'était des petits poteaux. Oui, j'entends bien. Oui. Et la deuxième, c'était cassé un an après. Les poteaux, c'est ce qu'on a tendance à faire quand on a un aménagement provisoire. Ici, en fait, l'idée, c'est pas d'en mettre sur toute la longueur. On s'est posé cette question. Au début, on avait mis ce qu'on appelle un séparateur, c'est-à-dire un petit muret en granit de 13-15 cm de haut sur toute la longueur. Le problème dans ces cas-là, c'est que c'est le vélo qui est de l'autre côté, qui circule avec la circulation générale. Quand il se fait dépasser par une voiture, il faut que la voiture elle ait la place de le dépasser. Donc il ne faut pas qu'elle soit inquiétée par ce séparateur qui est de l'autre côté. Il ne faut pas qu'elle se prenne les roues dedans. Donc il faut qu'elle soit à l'aise pour laisser la bonne distance entre elle et le vélo qu'elle dépasse. Et donc avec l'accord des associations de cyclistes, on a plutôt choisi de ne pas mettre de séparateur pour éviter justement ce problème-là pour les vélos qui circulent avec les voitures en fait. Et donc en revanche, Isabelle Le Sens nous a demandé de regarder quand même ce qu'on pouvait faire en amorce à l'approche des carrefours, parce que les voitures qui viennent d'une transversale et qui tournent ne s'attendent pas forcément à ce qu'il y ait des vélos à contresens. Et donc, il nous a semblé important de signaler en fait ce contresens cyclable avec un objet un petit peu vertical, comme ces petits potelets. Donc après, on verra à l'usage comment ça fonctionne. Si les potelets, ils sont couchés en permanence, on les changera, on viendra mettre un séparateur
séparateur. Mais ce qu'on constate avec ce type de potelet-là, c'est pas des balisettes en plastique molle. C'est quand même un petit peu rigide et ça tient plutôt bien dans le temps. Et donc, pour l'instant, on veut pousser plutôt cet élément-là. Oui, dans la salle. Vous pouvez passer le micro, s'il vous plaît. Oui, excuse-moi. Oui, je regardais la slide là, ce que vous avez montré l'îlot qui va être, si j'ai bien compris, aménagé, végétalisé. Est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour agrandir en même temps de l'autre côté où il y a une très grande traversée piétonne? En fait, ce n'est pas vraiment une traversée piétonne parce que le feu rouge est un petit peu déplacé vers la droite. Mais en fait, la ligne droite étant le plus court chemin, les gens traversent directement. À une époque, il y avait un projet pour végétaliser donc la rue des Frères Morane et d'agrandir. Et le problème, c'est qu'en fait, du côté de la Croix-Niver, vous avez une dark kitchen qui s'appelait, c'est l'ex-restaurant Banini, qui maintenant s'appelle Gruppo Mino. Et en fait, vous avez toujours un attroupement, parce qu'il y a des livraisons, sur le trottoir et sur la chaussée. Donc, si on agrandissait de l'autre côté, il pourrait ouvrir de l'autre côté. Et le Croix-Niver, en fait, le soir, avec les poubelles, avec les gens, un fauteuil roulant ne peut absolument pas passer. Il est obligé de descendre sur la chaussée. Donc là, comme on est en train d'aménager en face, est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour en même temps... Vous voyez ce que je veux dire? C'est à l'arrondi qui est juste en face. Vous voyez? Non, plus bas. Non. Montez un peu, juste en face de la ligne jaune. Plus haut. C'est de l'autre côté qu'il faudra agrandir, vous voyez? C'est là, voilà, exactement, c'est là, plus haut. Voilà, et vous allez dans la Frère Morane. Voilà, c'est là. En allant dans les Frères Morane, à droite. Ce carrefour-là, là. Oui, mais la rue des Frères Morane est à droite. Un peu comme ça, là, c'est ça? Non, les gens vont en bas vers le haut. Comme ça. Voilà, exactement, c'est ça. Et c'est très dangereux. Alors, Et- j'entends bien, là, on sort un petit peu du périmètre de la rue, quoi. C'est-à-dire, comme vous faites en face... envie Oui. d'aller à gauche, à droite. C'est D'accord. vrai qu'il y aurait des choses à faire ici, mais là, forcément, tout de suite, on a un projet en soi quasiment. Donc, c'est vrai qu'on ne l'a pas intégré Oui, mais- dans le périmètre de notre projet. Oui, comme vous le faisiez en face, on pourrait imaginer que voilà, et arrondir, et ça permettrait Non, mais peut-être. Faut- on a enregistré. Faut regarder. Après, il y a une question de Faut budget puisque regarder, là, on mais- sort. Je vous dis, comme l'a dit Monsieur Boulanger au départ, on a été prendre. Monsieur le maire a fait des arbitrages pour trouver les 6 millions, un petit peu plus de 6 millions. Là, alors. Il y a le projet des Frères Morane, il va aboutir, hein, c'est-à-dire que on supprime les stationnements en épi, on fait de la végétalisation. Il y a énormément de retard sur l'ensemble des projets EVQ 1, mais le projet des Frères Morane, lui, n'a pas été annulé, il est là. J'espère que les premiers coups de pioche arriveront d'ici la fin de cette année. Vous savez qu'avec les Jeux Olympiques, Voilà. il y a pas mal de choses qui sont décalées. Ce que je voulais proposer, c'est qu'effectivement, non, mais l'idée est intéressante. Simplement, sur tout ce linéaire, il a fallu faire des arbitrages. Bien sûr qu'on aurait voulu faire beaucoup plus de choses, mais on ne peut pas monter à 10 millions. Enfin voilà, déjà, c'est énorme, hein, ce budget. Je vous signale que, comme vous l'a dit, le budget moyen d'embellir votre quartier, c'est 6 millions pour l'ensemble d'un quartier. Là, on en fait plus que pour une rue, parce qu'on a voulu que l'aménagement soit quand même le mieux possible. En tout cas, ce que je retiens de votre proposition, c'est que peut-être on peut essayer de voir si on ne peut pas raccrocher cette modification à l'aménagement des Frères Morane. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a le projet des Frères Morane, il n'est pas encore fait, peut-être qu'il ne sera pas fait dans 2 ans, hein. C'est très long tout ça. Hein. Mais on peut peut-être essayer de voir si on n'a pas des budgets à raccrocher quand on fera les Frères Morane. Bon, il faut qu'on le mette à l'étude, parce que vous avez raison. Enfin, je vois très bien comment ça se passe là-bas. Hein. Merci. Et si je peux me permettre, est-ce qu'on peut revenir sur la coupe? Vous avez épuisé votre budget. Hein. Si Après, c'est fini. Promis, c'est fini, promis, hein, c'est fini après. terminé. On peut revenir sur la coupe de Joseph Liouville, le carrefour devant la Poste. Parce Ouais. que là, c'est vraiment un problème énorme. Là aussi, on a hésité entre plusieurs options. Enfin, Voilà. Et actuellement, quand vous traversez devant la Poste, il n'y a pas de caisson piéton, ni dans un sens ni dans l'autre. Alors que de l'autre côté de l'îlot, vous avez un caisson piéton. Donc là, est-ce qu'on ne pourrait pas faire cette petite chose quand même? Parce qu'il y a vous beaucoup parlez de la d'enfants. traversée de la rue de la Croix-Niver? Oui, quand vous traversez la Croix-Niver, devant la Poste, et vous continuez donc vers l'ancien centre culturel, l'ancien Théâtre. théâtre de Grenelle. Vous voyez, là, Oui, mais justement, là,
C'est raccourci là. Enfin, Oui, mais dans l'autre sens. Il n'y a pas de caisson piéton dans l'autre il y a sens. l'îlot. Exactement. Voilà. Oui, mais Juste là, devant il la est porte. élargi cet îlot considérablement. Vous avez vu la différence entre le jaune clair et le jaune foncé. C'est tout ce D'accord. qui est élargi au niveau du refuge. D'accord. Et avec une plantation d'arbres d'ailleurs. D'accord. On plante un arbre en plus. Enfin, Et même, de l'autre- 3. Et de l'autre côté, on est bien d'accord que le trottoir est vraiment très élargi. Là, du côté des arbres, oui. Oui, parce que là, j'y suis pas laissée cet après-midi. Et franchement, devant le passage piéton, entre les poubelles, les vélos qui étaient accrochés aux croix de Saint-André, il n'y avait pas 50 Non, mais cm. vous n'avez pas besoin de dépeindre la 50. situation d'aujourd'hui. Elle est catastrophique là-bas. Voilà. Et si vous voulez, on a déjà fait avec, J'ai pris une photo 50 avec cm. Chantal Rodgen, on a déjà fait pas mal de marches là-bas exploratoires avec les associations de parents d'élèves. C'est vrai que c'était un carrefour qui nécessitait d'être aménagé. Sauf que entre des petits aménagements de bout de chandelle avec des petits budgets, parce que toute la difficulté de ces grands projets, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc il faut effectivement. Et là, on a réellement repris, et merci aux équipes effectivement des grands projets de la voirie, pour sécuriser la traversée piéton et faire de ces trottoirs. C'était le maître mot, Monsieur Boulanger peut le dire, dans les premières rencontres qu'on a eues, le maître mot, c'était élargissement des trottoirs. La décision de mise en sens unique d'une artère comme la rue de la Croix-Niver ne pouvait se voir qu'à partir du moment où les piétons gagnaient en sécurité. Alors, sauf effectivement sur le bout où monsieur dit il n'y a que 2 mètres. Je veux dire, déjà 2 mètres. Avoir 2 mètres sur une grande partie de la rue de la Croix-Niver, ce serait déjà un gain. Il y a des endroits où effectivement on n'a même pas 50 cm et on a des endroits où c'est très impraticable pour les piétons. Donc véritablement, ça a été le maître mot de l'ensemble des études, de toutes les propositions des services de voirie, élargissement des trottoirs pour une sécurité piéton et effectivement de pouvoir marcher tranquillement, et ça va tout à fait dans le sens de ce qui a été fait aujourd'hui. Et sur ce carrefour-là, vous verrez une fois la fin, vous y gagnerez aussi en sécurité, et là il n'y aura pas de souci, tous les fauteuils roulants pourront passer dans tous les sens. Je voudrais revenir au débouché de la rue. Dans le micro, s'il vous plaît. Je voudrais revenir au débouché de la rue du Théâtre sur la rue de la Croix-Niver. Quand on remonte un tout petit peu vers Cambronne, il y a comme un square sur la droite qui est en très mauvais état vers la rue Meillac. Je voulais savoir si vous avez prévu de faire quelque chose là, de planter des arbres. Il y a déjà un arbre, mais enfin, toutes les dalles sont à moitié cassées. C'est vraiment dans un très mauvais état. Je voudrais savoir si ça fait partie de votre périmètre d'installation ou si ça appartient à l'immeuble. Oui, voilà. Et toute la difficulté, elle est là. En fait, tout le ça. projet que vous voyez là, c'est uniquement l'espace public. Et ce que vous décrivez, c'est de l'espace privé. Ah, c'est privé, Et donc, voilà, c'était ma question. effectivement, on aimerait que, et je crois, si je ne me trompe pas, que c'est Paris Habitat, il me semble. Oui, si Paris Habitat décide de faire un jardin en même temps que nos travaux, ce sera parfait. Ça serait bien parce qu'il y a des gens qui viennent s'asseoir, on sent qu'ils viennent chercher du libre là. On pourra leur demander, puisqu'ils puisqu'ils vont être, tout le monde. Ils vont être informés aussi de l'ensemble des modifications de la rue pour ce projet-là. On pourra leur demander à cet endroit-là s'ils ont l'intention de faire quelque chose. Ça serait bien parce qu'il y a déjà un peu de végétation, mais elle demande d'être c'est quelque complétée, chose. quoi. Oui, c'est ça. Je note. Ok, ouais, très Alors, bien. En demandez. tout cas, merci pour ce projet de la rue de la Croix-Niver. Je trouve que c'est une très bonne idée. Bonsoir. Merci pour la présentation. J'avais une question concernant le carrefour Croix-Niver-Mademoiselle, rue Mademoiselle. Donc j'ai vu il y a un projet, un permis d'aménager a été déposé d'ailleurs pour refaire la rue Mademoiselle derrière le lycée Camille C, avec suppression du stationnement en épi, mettre des arbres, une piste cyclable, etc. Et ce sur quoi je ne suis pas clair, c'est est-ce que ce projet, enfin les 2 projets, ou un des 2 projets, prévoit de réaménager la section de la rue Mademoiselle qui se situe entre Croix-Niver et Gustave Laroumet, ou pas? Où il y a également du stationnement en épi, où il y a des véhicules Ubeco qui sont stationnés. Alors, merci. Vous faites très bien d'en parler parce que justement, avec les services de voirie, on a pris contact avec les concessionnaires parce que si vous voulez, le stationnement en épi est un stationnement qu'on va progressivement supprimer complètement de l'arrondissement pour différentes raisons. C'est pas adapté à Paris. Dès que vous avez des camions avec des essieux avancés, quand ils reculent, en fait, vous n'avez plus de trottoir. Vous passez à côté, vous prenez l'intégralité des pots d'échappement et même au niveau voiture, tout le monde recule. Et puis même quand vous êtes automobiliste, que vous êtes garé comme ça, c'est super dangereux. C'est dangereux pour tout le monde. Et il n'était pas logique qu'on supprime le stationnement en épi
classique, donc pour l'ensemble des usagers, et qu'on laisse du stationnement en épi effectivement sur la rue de la Croix-Nivert, parce que ce sont des bornes électriques. Donc nous sommes en train de voir avec les concessionnaires des bornes électriques, pour voir, parce qu'il va falloir qu'on retrouve le même nombre de places, donc on va les mettre, l'idée c'est de les mettre en longitudinal sur cette partie-là, entre la Roumet et Croix-Nivert, et comme il n'y aura pas assez de place, il faudra probablement retrouver sur les alentours. Mais effectivement, c'est bien pris en compte. Et il y aura de la place pour mettre une piste cyclable, en fait. Parce qu'en fait, je n'étais pas clair sur le fait qu'il y aurait une piste cyclable juste à l'arrière du lycée. Donc, en fait, il y aurait peut-être un tronçon entre la Roumet et Croix-Nivert. En fait, il n'y aurait pas de piste cyclable. Si, elle est là. Il y aura. Si, elle est là. Ok, super. Merci beaucoup. On a planté des arbres rue de la Roumet aussi. Bonsoir. J'ai plusieurs questions. Ça marche? Non, il faut se rapprocher peut-être. Est-ce qu'il y a une étude origine-destination des véhicules avant de choisir le sens unique? Et est-ce qu'on peut avoir les résultats pour voir vers où ça se déporte et où elle se dirigeait? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je constate que la ville de Paris, quand elle aménage des voiries, c'est toujours à flux tendu. Il n'y a qu'une file, c'est toujours dans un sens, et s'il y a le moindre incident, tout est bloqué. Et je prends comme exemple la rue Le Courbe, qui a été réaménagée. Il y a un incident maintenant qui est quotidien, c'est Chronopost. Vous avez 7 véhicules de Chronopost qui se stationnent en permanence dans la voie bus. Et c'est l'exemple même du flux tendu où il n'y a jamais de soupape. C'est toujours, ça marchera, il n'y aura jamais d'incident. Et ma troisième question, je profite de vous, monsieur, qui était avant monsieur Vélo, pour aborder un problème qui m'est cher, c'est la piste cyclable rue Vaugirard, qui est aussi dans notre quartier. J'avais évoqué lors des études qu'il fallait absolument ralentir les vélos au passage piéton. Ça n'a jamais été fait, et je peux vous dire que les seuls qui ne respectent pas les piétons, ce sont les vélos. Alors, ne peut-on pas mettre des séparateurs de voies aux approches des fils vélos, aux approches du trottoir, des passages piétons? Pourquoi? Parce que le vélo, du fait de sa vitesse, croit toujours qu'il va pouvoir éviter le piéton en empiétant sur la file opposée. Et donc, il n'y a aucun ralentissement. Voilà, ça dépasse du sujet, mais comme vous êtes ancien monsieur Vélo et que la rue Vaugirard est aussi dans notre quartier, je vous en parle. Merci. Alors, sur l'étude de circulation, oui, il y en a eu une, et il y a eu des reports, il y a eu une étude de report, et comme l'a dit monsieur le maire, cette étude de report, elle n'est pas du tout inquiétante, parce que précisément, on a, par exemple, je vais vous dire qu'on a un report de 100 véhicules à l'heure de pointe sur Frémicourt et Commerce, ce qui représente environ 2 véhicules par cycle de feu, pour que ça vous donne une idée de ce que ça représente, ce qui est très faible. Donc c'est c'est le type de report qu'on a du fait de cette... Les 200, c'est réparti. C'est même pas Cambronne. Il y a des véhicules en fait qui aujourd'hui utilisent cette rue, qui demain passeront complètement ailleurs. Donc ces reports de circulation sont assez dilués. Et ce dont on se rend compte, c'est que Frémicourt Commerce, ça correspond plus à une circulation locale en fait. C'est pour ça qu'on souligne ce phénomène. Mais en fait, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Après, c'est pour ça que j'évoquais les durées des feux, notamment place Cambronne, qui est une place extraordinairement compliquée, pour éviter des super bouchons sur les Frémicourt, comme il y en a déjà, à certaines heures et autres. C'est noté, on va en parler à nos spécialistes. Pour ce qui est de... Effectivement, je comprends bien la question sur le flux tendu. Alors, ici, en fait, le fait de ne pas mettre de séparateur entre la bande cyclable et la circulation générale, ça permet de donner cette souplesse. Alors, s'il y a des cyclistes dans la salle, ils vont peut-être pas être très, très contents de ça, mais
en cas de véhicules qui seraient garés en double fil, en cas de pompiers, de la police qui devraient circuler de façon rapide sur cette rue en urgence, etc. Cette bande cyclable, elle offre cette marge dont vous parlez. Alors, c'est vrai que habituellement, on aime bien avoir cette soupape, cette marge de manœuvre. La préfecture de police nous le demande aussi. Après, tous nos projets sont quand même mis en instruction technique auprès des pompiers, auprès de la police. Donc, s'il y a vraiment des soucis, ils nous en font part et on essaie de trouver des solutions. Après, vous voyez bien que si on part sur 2 fils de circulation, on n'a plus de place pour faire autre chose, pour les vélos, pour la végétalisation. Donc c'est vrai que c'est un choix. C'est un choix, quoi. Pour le vélo, c'est vrai que ça fait un petit moment, hein, vous avez une bonne mémoire, je vois ça, parce qu'on ne se voit pas tous les jours. Donc je me suis occupé du vélo, et notamment dans le 15e arrondissement. Je me souviens être venu faire des présentations d'aménagement cyclable aussi en conseil de quartier. Moi, j'ai pris la piste rue Vaugirard, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé quand même très, très confortable, hein. Après, honnêtement, on ne sait pas ralentir les vélos. Moi, j'en suis le premier navré quand je vois des mecs qui circulent à toute zingue à vélo et qui frôlent les piétons, etc. Ça me désole tout autant que vous, et j'aimerais pas que ça se passe comme ça. Maintenant, il n'y a rien qui ralentit les vélos. Je comprends ce que vous dites. Après, il ne faut pas non plus que ça devienne un obstacle dangereux. C'est-à-dire que ce séparateur, il va falloir le signaler pour la nuit notamment. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, qui ne se pratique pas trop. Si pendant un moment on mettait des potelets dans l'axe des pistes bidirectionnelles pour éviter que les voitures rentrent dedans, mais du coup ça permet aussi de ralentir un petit peu. J'en parlerai à la mission vélo. J'arriverai toujours à passer soit à gauche ou à droite du piéton. Attendez, Oui, je comprends. si je peux me permettre, si on veut que le conseil de quartier se déroule dans des conditions sereines, sans passion et agressivité, je suggère qu'on ne parle pas de la piste de Vaugirard. Parce que là, je sens que moi, je suis en pleine ébullition aussi. Donc, j'essaie de me calmer. Parce que je suis en total désaccord avec vous, évidemment, déjà, etc. Donc, restons peut-être sur le sujet On aura d'autres occasions de nous défouler sur la piste de Vaugirard dans les conseils de quartier concernés. Mais là, je pense que c'est plus intéressant de parler de Croix-d'Hiver. Croix-d'Hiver. Parce que c'est important, on va lancer les travaux. Donc, je voudrais vraiment que tout le monde puisse s'exprimer. Oui, je voulais juste dire que pour moi, le problème des vélos, c'est surtout mettre des plaques d'immatriculation. Oui. Bien sûr. Mais bien sûr. On commence à les marquer. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. Merci pour votre présentation. Et notamment les allées herborées, je ne sais pas où. Voilà. Plantées, voilà. Je voulais savoir, parce que vous nous parlez d'un budget quand même qui est important pour la mise en place de tout cela, mais après l'entretien de ces allées, qui va entretenir, hein? Voilà, c'était ma question. Très bonne question. Donc moi, je suis à la direction de la voirie et des déplacements, pas à la direction des espaces verts. Mais ce que je sais, c'est que effectivement, il y a de plus en plus d'aménagements qui sont réalisés depuis quelques années en végétalisant un maximum les rues de Paris, et qu'effectivement, après, il faut entretenir. Donc ça, c'est vrai. Donc ce que je sais aussi, c'est que la direction des espaces verts a des agents en régie pour entretenir les espaces verts. C'est clairement pas suffisant. Donc je sais qu'elle passe des marchés pour permettre un entretien. Donc on paye des entreprises privées pour venir entretenir les jardinières. Donc quand on parle d'entretien, d'ailleurs, il y a deux choses dans l'entretien. Il y a l'entretien des végétaux,
Alors après, c'est vrai aussi que souvent on dit l'été, c'est tout jaune, c'est pas beau. Mais bon, à la limite, c'est la nature. Il faut peut-être l'accepter. Hein. Tout n'est pas forcément tout vert toute l'année. Donc c'est pas parce que c'est jaune que c'est pas entretenu. C'est parce que c'est sec, parce que le temps, voilà, c'est pas le temps du gazon bien vert, etc. Après, il y a une deuxième chose dans l'entretien, c'est la propreté. Et donc, quand on parle de bandes plantées, c'est la direction de la protection de l'environnement, enfin de la propreté et de l'environnement qui vient nettoyer les jardinières. Et là, c'est pareil, il y a aussi une partie en régie, une partie avec des entreprises privées. Il est certain que plus on va aller dans l'augmentation de ce type d'aménagement, plus on aura besoin de monde pour entretenir. Et je ferai remonter cette remarque auprès de mes collègues. Il y a un monsieur là qui n'a pas encore pris la parole. Oui, s'il vous plaît. Oui, bonjour. J'ai une question. J'ai entendu un début de réponse quand vous avez évoqué les stationnements des chronopostes sur la rue Le Courbe. Et j'en déduis, par rapport à la question de fond qui est le stationnement des cars qui viennent déposer des enfants devant le gymnase, des cars qui viennent déposer des populations coréennes sur le restaurant coréen au niveau du 107, 109 de la rue Croix-d'Hiver. Je conclus de ces deux propos que lorsque ces cars seront stationnés pour déposer leur public, les véhicules pourront emprunter la piste cyclable à contresens pour avancer vers le nord. Non. Pour en plus arrêter, c'est Est-ce tout. que je me trompe? Non, c'est dans la calibration de la rue. Si le bus s'arrête en plein milieu de la voie de circulation, il bloque tout le monde. Il n'y aura pas suffisamment de place pour aller sur la piste cyclable et rouler. Mais si vous voulez, ces histoires de bus qui mettent des gens, enfin qui déposent des touristes sur des endroits bien localisés. On en a effectivement sur certains endroits du 15e, il y en a un petit peu partout sur Paris. C'est une vraie plaie, on n'arrive pas à régler. C'est les tours opérateurs qui passent des accords avec un restaurateur. À une époque... Monsieur parlait des chronopostes dans la rue Le Courbe. Ernest Renan, il y avait un restaurant et c'était 4 bus qui étaient arrêtés effectivement au début de la rue Le Courbe. Voilà, quand il n'y a eu plus d'accord avec le restaurant, vous en avez rue Saint-Charles avec un petit Coréen qui se trouve du côté de la rue Lacordaire, pareil. Vous avez et rue de la Croix-d'Hiver, effectivement, on en a un peu avant la rue des Nouettes, c'est-à-dire que on envoie un certain nombre d'effectifs de la police municipale. Les 3/4 des bus sont immatriculés hors France métropolitaine, ce qui fait qu'effectivement, ça rend nos actions un petit peu plus compliquées. Mais en ce qui concerne la Croix-d'Hiver, s'ils se mettent en plein milieu de la voie de circulation, effectivement, ils bloqueront totalement. Je ne pense pas que les chauffeurs se mettent à bloquer tout le monde et donc ils chercheront. Mais comme on va réduire très, très drastiquement quand même le stationnement, puisqu'on passe de mémoire, je parle sous votre contrôle, c'était 94 places de stationnement, on passe à 24, donc ça en fait quand même, voilà, plus les zones de livraison. Sur les zones de livraison, alors ils pourront se mettre sur les zones de livraison, il n'y a pas de... pourquoi pas, ils pourront le faire. Mais normalement, s'ils se mettent en plein milieu de la voie, ils arrêtent tout. Et là, je ne pense pas qu'ils le fassent. Oui, mais en fait, ça ne gênera pas, parce que vous gardez le stationnement le long de restaurants... non, encore faut-il, Madame Ergilia, encore faut-il que le stationnement soit libre pour que le bus s'y mette. Ah oui, bien sûr. C'est une zone de livraison pour le moment, devant le... De toute façon, l'expérience prouve que quand il n'y a plus qu'une voie de circulation, les véhicules, surtout les cars et les bus avec des passagers qui se mettent ainsi en insécurité, ne s'arrêtent pas en plein milieu pendant 10 minutes, le temps que les gens débarquent. Il faudra qu'ils trouvent une autre aire d'accueil. Et puis d'ailleurs, on enverra des policiers dans le restaurant, jusqu'à ce qu'ils changent de comportement éventuellement. D'accord. Oui, je voulais simplement avoir une confirmation sur des points qui étaient particulièrement étroits sur le trottoir. Par exemple, devant l'agence TIS, vous savez, entre les trottoirs, la chaussée est très rétrécie. À ce moment-là, vous avez le luthier, vous avez l'agence TIS et vous avez le Carrefour City. Et en fait, au début, le trottoir de droite est très étroit et le trottoir de gauche aussi. Comment vous faites? Vous avez rétréci la chaussée, alors vous avez élargi les trottoirs de deux côtés. Est-ce qu'on peut revoir la coupe là?
Ça, c'était ma première question. L'autre question, c'était devant le Cornic. Je suis un petit peu perdu là. C'est à quel endroit ça? C'est le Carrefour City, donc c'est devant entre Mademoiselle et puis rue des Entrepreneurs. Carrefour City, ça s'appelle, Voilà, oui. précisez plutôt les carrefours, mais pas les Carrefour City, mais les carrefours de rue, parce que C'est ça, Mademoiselle. quand on n'est pas du coin, on ne connaît pas. Donc voilà, le Carrefour City, il est à l'angle Mademoiselle et Croix-Nivert. Exactement, c'est ça. Et donc, c'est de l'autre côté que ça coince. C'est de l'autre côté, du côté des entrepreneurs. Vous avez l'agence TIS, là, l'agence immobilière, et là, il y a vraiment un rétrécissement du trottoir. Avant, il y avait une école de bilingue, je crois, pour les enfants. Oui. Il y a des croix de Saint-André qui sont devant. Et là, est-ce que vous avez prévu d'élargir vraiment de ce Madame côté-là? Largilière, je vous laisse Oui. regarder le plan. Tout ce qui est foncé, c'est de l'élargissement. D'accord, donc vous Quand me je vous ai rassurez. dit tout à l'heure que le maître mot de tout ce plan, de la place Cambronne jusqu'à la rue de Javel, c'est l'élargissement de trottoir. D'accord. Et de manière à avoir un confort pour le piéton. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a autant de pertes de places de stationnement. C'était justement pour permettre ces élargissements de trottoirs. D'accord. Voilà, oui, il y a des endroits, effectivement, là, on le voit à l'extrémité droite de la planche, là, où on élargit, mais effectivement pas de beaucoup, le trottoir qui est en haut, là. On a une station Vélib, là. D'ailleurs, on a une difficulté entre la livraison et la station Vélib. Il y a une problématique. Il faudra qu'on regarde la zone de livraison sur la rue des Entrepreneurs. Moi, j'ai une question sur le centre de bus qui se trouve rue de la Croix-Nivert. Comment les bus feront pour rentrer au parking? Les bus RATP. Pourquoi? Ils ne prennent pas la rue de la Croix-Nivert, non? Passons par Ça a été vu avec la RATP. Ça a été vu avec la RATP. C'est pour ça que la rue Charles Lecoq a été exclue. Alors qu'au départ, il y avait un projet sur Embellière-Montcartier qui était de garder la double voie de circulation. Mais les services m'ont expliqué que si on végétalisait, il fallait mettre à 4 mètres pompiers, etc. Donc on a annulé la rue Charles Lecoq pour ne justement pas impacter. Donc ils pourront arriver et tourner à la fois par le Courbe et à la fois par Croix-Nivert. Je tiens à préciser pour tout le monde que c'est un travail de 3 ans, ce projet qu'on vous présente. Donc ça a été, comme l'a dit monsieur le maire, ça a été vu, revu par les services. Ils ont beaucoup travaillé. Donc je ne dis pas que c'est parfait. Il y a certainement des petites choses encore à améliorer. Mais là vraiment, c'est quelque chose d'assez consensuel. Et ça a été bien travaillé et avec à peu près tous les intervenants qui pourraient être impactés sur la rue. Jean-Yves, excuse-moi. Les autobus, enfin les bus, ils vont pouvoir venir par la rue de la Croix-Nivert? Ils arriveront par la rue de la Croix-Nivert dans le sens de circulation. Ils tourneront vers le dépôt bus sans aucune difficulté puisqu'on garde la giration vers la rue Charles Lecoq. Mais souvent, ils venaient de l'autre côté. Oui, mais ils venaient de l'autre côté parce que c'était une facilité. Ils viendront par la rue Le Courbe. Eux aussi ont... Et donc, ils feront le tour parce qu'effectivement, l'accès rue Le Courbe, Charles Lecoq est très difficile. Oui, mais c'est vu avec la RATP. Okay. Ils m'ont dit que ça ne posait pas de problème. Ok, merci. Merci, on va passer... Une dernière question. Oh, c'est toujours la même. Et c'était juste pour avoir une confirmation sur le carrefour Abbé Groult Croix-Nivert qui est demandé depuis plus de 10 ans. Donc là, j'imagine qu'il va bien être fait parce que cette partie entre Javel et voilà, il est prévu. J'ai pensé à vous exprès sur ce carrefour. Voilà, j'y compte bien, Monsieur Pinet. Merci beaucoup. Une dernière question. J'imagine que une grande partie du tablier va être refaite. Le tapis et ainsi de suite. Et donc j'ai toujours ma question. On nous a parlé de l'effet Abello, on a eu des démonstrations, on a eu plein d'exposés là-dessus. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il sera amélioré en fait? La question c'est est-ce qu'on en profite pour l'améliorer? Là où il y a besoin, oui. Mais comment c'est mesuré et c'est facile à voir en général. Un examen visuel, ça nous permet bien de mesurer l'état du tapis. Ce que je peux non, je parlais de l'effet Abello, je parlais de la réflexion de la chaleur due à l'ensoleillement et albédo, pardon. Albédo. Ah oui, l'albédo. Alors, on ne va pas refaire toute la chaussée sur toute la longueur. Ça, c'est sûr que non, parce que là, c'est pareil, ça coûte aussi très cher. En revanche, dans le cadre du zonage pluvial, ce qu'on étudie, et on en parlera à la mairie le moment venu quand on aura avancé, c'est d'avoir un enrobé drainant, peut-être au niveau de l'aménagement cyclable, par exemple, pour permettre justement, comme je disais tout à l'heure, d'infiltrer l'eau
les eaux pluviales. Après, oui, j'ai compris, oui. Mais si vous voulez, on ne va pas faire la bande si on avait vraiment une piste cyclable séparée de la chaussée circulée par un séparateur, on pourrait envisager un revêtement différent, plus clair. Là, ce sera la même chaussée avec un marquage entre les deux. Donc, on ne peut pas imaginer que le revêtement change sous prétexte qu'on passe de l'aménagement cyclable à la chaussée circulée. Mais on avait évoqué, effectivement, on avait pensé faire un tapis plus clair, un petit peu comme sur Frémicourt, par exemple. Il y a eu un exemple qui peut être intéressant. Donc, ça reste d'actualité. S'il y a des zones où on refait le tapis de chaussée intégralement, peut-être qu'on pourra aller vers quelque chose de plus clair. C'est quand même un des gros problèmes de la surchauffe dans les villes, des rues étroites avec un albédo qui est très faible. Donc c'est vrai que c'est très important de réfléchir. Si vous faites une rue, enfin on reprend toute la rue, c'est quand même dommage de conserver le même albédo. Alors sur les trottoirs, plus clairs. Sur les trottoirs en revanche, on envisage aussi du pavé enherbé quand on ne fait pas de jardinière plantée. Autour des arbres, on envisage du pavé enherbé. Donc pour le coup, on éclaircit aussi le revêtement du trottoir. Et encore une fois, alors les chaussées claires, ça peut être très salissant et très, très décevant aussi. Hein. On a testé dans des rues aux écoles des asphaltes clairs. C'est pas, au final, le résultat est quand même pas extraordinaire parce que c'est salissant. Mais la couleur du revêtement, vous avez raison, c'est une vraie question. Hein. Mais faire ça sur tout linéaire de la rue de la Croix-Nivert, encore une fois... Parce que quand même, les bâtiments, enfin, en tout cas dans notre quartier, sont relativement clairs. Donc l'albédo est, je dirais, satisfaisant, enfin, sans peindre tout en blanc, aussi, mais quand même les rues de Paris, c'est vraiment... Mais c'est un problème général, c'est pas que le 15e. Mais comme vous le dites, c'est un problème général. Après, il y a une question de coût. Alors, je vais rapporter ici les propos de David Béliard, qui assistait à la réunion publique. Vous savez qu'on n'est pas du même camp, mais je vais quand même suivre ce qu'il a dit là-dessus. Il y a effectivement cet énorme problème de salissure, c'est-à-dire que les revêtements actuels, on en est au début de ces revêtements clairs. Hein. De toute façon, vous savez, la technicité va s'améliorer. C'était un petit peu comme les panneaux solaires d'il y a 20 ans et qui n'ont plus rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. Donc non seulement on a un problème effectivement d'entretien de ces revêtements clairs, dans des rues aux écoles où il n'y a que des piétons, déjà quand on voit ce que ça devient, donc imaginez avec l'ensemble des circulations, les gommes de pneus qui sont de plus en plus tendres pour justement gagner en efficacité, en amélioration de qualité, de sécurité, etc. Et aussi aujourd'hui, au mètre linéaire, ça a des coûts complètement exorbitants. Vu la taille de la rue de la Croix-Nivert, il fallait que je rajoute 3 millions de plus. Hein. Donc, si vous voulez, c'est pas simple à jongler dans les budgets, à faire le mieux pour l'ensemble de la population. Peut-être que ça viendra. Je rejoins effectivement. On a insisté très fortement à la mairie du 15e pour qu'on puisse avoir un maximum de pavés enherbés, donc casser aussi cette strate de macadam partout sur le trottoir. On le voit dans d'autres quartiers, ça donne de bons résultats. La rue Laroumée est un exemple très concret de ce qui a été fait, enfin de ce qu'on a souhaité faire, tout en gardant du stationnement, tout en ayant des arbres et tout en ayant du pavé enherbé, ce qui donne quelque chose un petit peu plus agréable. Et donc c'est comme ça que la rue de la Croix-Nivert a été travaillée aussi. Alors, déjà, votre plante grimpante, il faut qu'elle grimpe quelque part, donc soit sur des tutos ou autre chose. Après, toute plante, ça prend des racines. Et en fonction de là où sont les réseaux, il y a des choses qui ne sont pas possibles de faire. Même une simple plante, quand elle va chercher les racines. Ah, non,
Alors, le problème des structures qu'on peut bouger, si vous voulez, on a gagné en trottoir, j'aimerais pas en perdre avec des grands bacs, etc. La problématique aussi, ce qui n'a pas été évoqué par M. Boulanger, et ça avait été évoqué lors de la réunion publique, à certains endroits, effectivement, d'essayer d'avoir ces bacs plantés, etc. Quand vous gagnez et que vous passez à des trottoirs à 2,50 m, j'ai pas très envie qu'on perde 1 mètre pour avoir ces bandes plantées et qu'on se retrouve avec 1,50 m de trottoir, puisque l'idée, c'est vraiment de dégager de la place pour les piétons. Voilà. Donc, ça a été, je peux vous assurer que ça a fait l'objet de pas mal de discussions, d'essayer de trouver tous les endroits où on pouvait végétaliser au maximum. Si toutefois demain quelqu'un vient nous proposer, je fais confiance aux entreprises aussi qui présentent des choses au Salon des maires ou même à d'autres, peut-être que demain quelqu'un aura une idée géniale de trucs, je ne sais pas, sur pilotis, on peut tout imaginer, pourquoi pas. Mais il faut savoir qu'effectivement à certains endroits de la rue de la Croix-Nivert, vous avez de tels réseaux en dessous que les moindres racines mettent en danger les réseaux. C'est le réseau égout, c'est le réseau chauffage urbain, vous avez le réseau après, anciennement Climespace, maintenant c'est Fraîcheur de Paris, plus tous les réseaux électriques et de gaz, et donc effectivement c'était compliqué. On va passer au deuxième sujet, si vous voulez bien. Je vous laisse, bonne soirée à tous. Pour les personnes Merci, qui quittent la salle à ce moment-là, vous savez que vous pouvez revoir toute la réunion sur le site de la mairie, puisque tout est enregistré. Donc vous pouvez avoir même la suite de la réunion sans souci. Voilà. Bonne soirée, merci. Tout sera sur le site. Non, c'est pas possible, c'est des documents. Allez, façon... Madame Largilière, je vous transmettrai la présentation. Mais tous les gens qui nous le demandent, on leur transmet la présentation, vous inquiétez pas. Alors là, c'est pas moi. On ne peut pas effectivement tout mettre. Désolé. Au stress. Alors comme les services de la propreté ont fait défaut, il me revient de vous présenter le deuxième sujet, à savoir notamment question sur la propreté et principalement les biodéchets. Puisque pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, depuis le 1er janvier, les collectivités territoriales, à savoir donc les communes, ont une obligation de vous proposer une manière de collecter vos biodéchets. Donc je crois que dans la présentation, il est prévu. Qu'est-ce que le biodéchet? Donc, ce sont tous les déchets non dangereux, biodégradables de jardin ou de parc. Donc, en fait, c'est les déchets alimentaires, tous les déchets de cuisine, tout ce qu'on peut, effectivement. Et là, à la différence, alors il y a les biodéchets qui vont aller, par exemple, dans ce qu'on appelle les lombricomposts, où là, on est surtout sur des épluchures de légumes et ce genre de choses. Après, le biodéchet, c'est effectivement tout ce qu'on va pouvoir jeter de déchets alimentaires qui va aller en méthanisation. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il ne faut surtout pas mettre ni de viande ni de poisson dans un lombricompost, parce que là, vous allez tuer vos vers, et vous allez surtout amener les mouches qui vont justement s'en donner à cœur joie. Alors que si vous faites de la méthanisation, donc du biogaz, à ce moment-là, tout peut être mis. Ah oui, je maîtrise le sujet. Alors, attendez, on improvise. On n'a pas les services. En tout cas, c'est en grand sur l'écran de l'ordinateur, c'est en grand. Moi, je l'ai en grand, pas vous. Donc, dans 1 minute, vous allez l'avoir en grand. Voilà. Voilà. Beaucoup mieux. Bon. Moi, je l'ai en petit, par contre, maintenant. C'est pas grave. Donc voilà, donc en fait, ce sont tous nos déchets, aussi bien la préparation des repas, le reste des repas, les produits alimentaires, les sachets de thé, les filtres à thé. Alors même tout ce qui est papier, tout ce qui est cellulose, sopalin et autres peuvent être mis dans ce type de déchets. Donc la loi a évolué, on va passer un petit peu rapidement vers les solutions de la ville de Paris. Donc la loi a évolué et en gros aux alentours de la mi-octobre au niveau du gouvernement ils ont dit aux collectivités à compter du 1er janvier vous devez proposer à vos administrés de quoi récupérer tous leurs biodéchets. Donc c'est une obligation
Normalement, on est tous censés maintenant dans nos cuisines séparer nos déchets, biodéchets des autres déchets. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez une poubelle supplémentaire à mettre maintenant dans vos cuisines. Sauf que alors je vais anticiper un petit peu pour aller un petit peu plus en avant. Très honnêtement, on n'est pas encore prêt à tout vous collecter. On va quand même passer, pour l'information, aux slides suivantes, à qu'est-ce que ça devient, ces biodéchets. Donc d'un côté, on a le compost qui va être fait à la fois, surtout par les vers de terre, mais attention, c'est pareil, là on ne peut pas mettre n'importe quoi. Vous avez le compost général qui, lui, va mettre beaucoup plus de temps à se dégrader, mais qui va pouvoir être utilisé aussi. Et vous avez surtout, et là c'est là où c'est important, toute la production de ce qu'on appelle le biogaz, puisqu'en se dégradant, l'ensemble des déchets organiques libèrent du gaz, principalement du méthane d'ailleurs, et qui est récupéré. Alors la difficulté de ces grandes centrales à biodéchets et donc à fabrication de biogaz, c'est que tout le monde est pour, mais personne ne le veut à côté de chez lui. Donc ça c'est... voilà. Et heureusement pour vous, vous n'en aurez pas dans votre quartier. Il n'est pas prévu de vous en planter une dans le quartier Saint-Lambert. Non, en fait, tout ça est collecté par donc des entreprises et l'ensemble des usines de méthanisation sont en extérieur de Paris, puisqu'il faut quand même des zones assez importantes, et bien souvent à côté de fermes, et assez peu à côté des communes, même si c'est comme toujours, hein, tout le monde veut tout, mais personne ne veut ça devant chez soi. Alors qu'est-ce qu'on va... On a quoi? Ah bah oui, on va. Si on peut... Ça va, c'est bon. Voilà. Vous avez compris. Non, les questions après. Oui, je finis ma presse parce que voilà. Alors, on va passer tout de suite à l'organisation parisienne. Comme ça, ce sera mieux. Voilà. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que on n'a pas attendu, puisque l'apport volontaire de déchets alimentaires est déjà possible dans le 15e au niveau de l'ensemble des marchés alimentaires. Au début, c'était une expérimentation. Il n'y avait que le marché de Grenelle. On avait mis des bacs, et c'était des bacs mobiles. Après les bacs mobiles, on a souhaité, et j'ai fortement insisté auprès des services, de manière à ce qu'on ait des bacs plantés, de manière à ce que... Parce que si vous n'allez pas faire votre marché, ou si tout le monde vous n'êtes pas occupé, vous ne pouvez pas amener vos déchets. Si admettons que vous allez le lundi ou le jeudi, le jour où il n'y a pas de marché, à ce moment-là, vous êtes sans rien. Donc on a fait mettre ces conteneurs dans des petits bacs que vous avez. Il y en a un qui est... enfin, les deux sont sous le métro, mais vous en avez notamment un au niveau de l'îlot central qui se trouve au carrefour du boulevard Motte-Piquet. Je vais y arriver, à force de Croix-Nivert. Et puis, on a très vite généralisé ça sur l'ensemble des marchés. Donc maintenant, tous les marchés alimentaires du 15e sont couverts. Convention. Alors, convention... Ah oui, convention, c'est couvert. J'ai juste une difficulté sur convention, c'est que on a été obligé de les bouger de la station de métro, on va les remettre sur d'autres endroits. Question maintenant. Question après. Donc, il faut que vous sachiez que la population du 15e s'est fortement mobilisée, puisqu'on est dans les 3 number 1 des arrondissements parisiens en termes d'apport de déchets alimentaires. Et moi, je veux remercier la population du 15e qui le fait, parce que même les bacs débordent, il a fallu organiser la collecte derrière, et c'est pas plus mal. Oui, je sais, il y a les rats, il y a tout un tas de choses, mais oui, mais il y a un moment donné où il faut quand même aussi essayer de tenter les choses, et après, ça s'adapte. Voilà. Et les rats, c'est pas que sur ces poubelles-là qui sont là, c'est aussi d'autres problématiques. Mais au moins, on avait quelque chose. Là, la grande difficulté, et là où l'administration parisienne est un petit peu coincée aujourd'hui, parce que ça va pas être simple, c'est effectivement que depuis le 1er janvier, comme on doit apporter une solution à quasiment tous les habitants, on n'est pas prêt, et la solution de la mairie de Paris aujourd'hui, c'est d'utiliser la quatrième boîte du Trilib. Le Trilib, c'est celui que vous avez installé rue Péclet, là, les grosses boîtes en ferraille là, pour amener les cartons, etc. Et de l'adapter pour le tri alimentaire. Moi, ce qui m'embête, c'est que la mairie de Paris veut absolument qu'on ait des Trilib un peu partout, ce qui n'est pas du tout la politique du 15e, en tout cas pour le Trilib. Quand c'est concerté et que c'est souhaité ou que c'est accepté, pas de souci, mais ça ne l'est pas partout. C'est pas non plus du mobilier urbain qui est quand même si raffiné que ça qu'on peut les mettre partout. Et ça pose quand même une difficulté. Il n'y aura pas de porte-à-porte en ce qui concerne le déchet alimentaire. Ça a été un échec total en ce qui concerne les 2 arrondissements qui avaient été en test, parce qu'en fait c'était assez faible. Si vous voulez, quand on voit le volume des bacs, quand vous êtes dans un immeuble, ou alors quand vous êtes dans un très gros immeuble, ça va, mais sur les plus petits immeubles, finalement ça se remplissait pas beaucoup. Les bacs étaient assez peu nettoyés, ce qui fait qu'en fin de compte c'était effectivement beaucoup plus catastrophique qu'autre chose.
Lors de la discussion qu'on a eue avec le nouvel adjoint, M. Guillou, à la maire de Paris, chargé de la propreté dans le bureau de Philippe Goujon, c'était Trilib, Trilib, Trilib. On lui a dit non, il y a bien autre chose quand même. Alors oui, il y a une autre solution, mais qui n'est pas la priorité de la ville de Paris. C'est effectivement ces bacs que vous avez au niveau des marchés alimentaires, bacs qui sont quand même beaucoup plus esthétiques. Mais pour l'instant, la mairie de Paris ne les souhaite pas partout et veut favoriser le Trilib, ce qui n'est absolument pas du tout notre optique. Donc je ne peux pas vous dire quand est-ce que vous allez être équipé un petit peu partout dans l'arrondissement, quand est-ce que vous allez pouvoir, voire même quand est-ce que celui-ci, là, à côté, rue Péclet, puisque pour ceux qui sont dans les environs, vous en avez un à proximité, va être équipé effectivement pour la collecte des déchets alimentaires, mais c'est vrai que ça pose quand même quelques difficultés. Et si on regarde cette cartographie, vous voyez qu'effectivement on est assez peu couvert en ce qui concerne les Trilib, puisque les Trilib ce sont les points rouges, vous voyez qu'on n'en a pas beaucoup. Si vous voulez, pour avoir visité le 20e, il y en a un peu partout. C'est pour avoir des poubelles dans la rue à tout venant, pas du tout. À certains endroits, ça se justifie, il y a effectivement des manques de poubelles dans les immeubles, ça pose des difficultés, etc. Mais c'est vrai qu'il faut que ce soit aussi concerté avec la population et pas implanté de manière arbitraire. Voilà. En tout cas, c'est notre volonté. Et de mémoire, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu plus de propositions de retour de l'ancien conseil de quartier quand on a proposé les Trilib qu'aujourd'hui. Alors, ce que vous avez justement sur la photo d'après, c'est ce que souhaite faire la ville de Paris et ce qu'elle montre. C'est donc effectivement ce module de stockage, le 4e. Donc vous avez les deux jaunes, le blanc, le 4e qui lui va être remplacé pour devenir du biodéchet. D'ailleurs, le 4e, pour l'anecdote, j'ai appris aujourd'hui qu'il nous demande où est-ce qu'on souhaite les mettre, que ça devienne des boîtes de rangement, je ne sais pas quoi, etc. Donc effectivement, parce qu'on se retrouve avec un bac qui ne sert plus à rien à changer. Donc vous voyez que sur la photo d'en dessous, vous avez effectivement un nouveau bac là avec un opercule sur le devant, et donc qui, si on regarde la slide suivante, va être collecté par un camion, donc effectivement qui va embarquer, qui va la prendre, la vider, un petit peu comme les grosses colonnes à verre là quand c'est mis par le dessus, et qui va effectivement après partir sur les usines de méthanisation. Ça, c'est effectivement la solution pour l'instant prévue en ce qui concerne les Trilib. Bon, là ils remettent un petit peu la manière dont ça va être fait, dont ça va se déplacer. Alors, les services, puisqu'il a été demandé au service de la propreté de faire des propositions en ce qui concerne le quartier Saint-Lambert, ils indiquaient vouloir en mettre un au 21 rue Docteur Jacques-Maire Clémenceau. C'est autour du square. Donc voilà. Après, effectivement, les services se mettent à la disposition des conseils de quartier pour étudier d'autres propositions et d'autres sites, sachant que si on doit installer effectivement ces Trilib, c'est pas de carrefour ou sur les bateaux, il ne faut pas qu'il y ait de pente, il ne faut pas qu'il y ait d'arbres pouvant gêner la collecte, et pas devant les commerces. Donc si ce n'est pas devant les commerces, c'est forcément devant les immeubles. Voilà. Donc, pour conclure, avant de passer aux questions, on essaye de voir sur d'autres solutions. Donc je sais que de toute façon, on n'est pas raccord avec la loi, puisque la loi disait 1er janvier, mais on a été un petit peu pris de court. La position de la mairie du 15e, c'est on ne souhaite pas la généralisation du Trilib dans toutes les rues, parce qu'en plus, il en faudrait effectivement quasiment dans toutes les rues, ou tout au moins, parce que ça ne sert à rien de faire 3 km pour aller apporter son sac de déchets non plus. Moi, j'ai pas envie de voir aussi, parce que les gens ne trouvent pas le Trilib, j'ai pas envie de voir des sacs de déchets alimentaires dans les corbeilles, etc. Et là, effectivement, qui va favoriser les rats. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps au temps. Certes, effectivement, le gouvernement nous presse en disant 1er janvier, vous devez être opérationnel. Je pense qu'il va falloir quand même un petit peu de temps. On va essayer de trouver des solutions, on va regarder ce qu'on peut implanter, etc. Mais en tout cas, les implantations ne se feront pas sans concertation des conseils de quartier, je peux vous le promettre. Voilà, j'en ai fini, j'espère que j'aurai été... Juste avant de terminer, je rappelle que effectivement, oui, puisque sur une des photos là repasse, il y a le tri collectif, le compostage collectif dans les immeubles, c'est possible. Il y a énormément d'immeubles dans le 15e qui font le compostage collectif, et vous avez le compostage individuel effectivement avec les lombricomposts pour certains qui sont fournis gratuitement. Alors après, on a beaucoup il y a une liste d'attente parce que vous êtes tellement formidable que j'ai plus de gens qui en souhaitent que ce qui nous est livré par la mairie de Paris. Donc ça prend un petit peu plus de temps, mais ce sont aussi des supplétifs.
Sur la destination des déchets, bon, la méthanisation, je comprends, il n'y a pas de problème. En revanche, pour le compost, j'aimerais comprendre comment il n'y a pas d'enrichissement en produits toxiques. C'est un truc que je ne comprends pas, ça. C'est-à-dire que si vous avez du mercure, enfin, il y a un certain nombre de produits ou de pesticides, j'aimerais bien savoir comment vous garantissez que le fait de remettre du compost comme engrais, ça va pas... vous n'allez pas enrichir attention, le attention. terrain. Je pense que j'ai du mal m'exprimer dans la présentation parce que en ce qui concerne le compost dont vous parlez pour l'engrais, etc., ça c'est géré par les services de l'ADEVE. D'accord, c'est pas de l'apport. Alors ça, c'est très contrôlé. Je peux vous assurer que là-dessus, ce qui est mis dans les jardins, quand ça vient du compost, vous n'avez pas de déchets toxiques à l'intérieur. Maintenant, que je m'engage auprès de vous que ce que vont amener les habitants dans les bacs qui vont partir en méthanisation, il n'y ait pas de mauvais déchets, j'en suis incapable, monsieur. J'en suis incapable. Je ne vous parle pas de la méthanisation. Mais moi, cette chose-là, on fait un pour gaz. le compost dans les jardins, c'est contrôlé 100% par les agents qui contrôlent tout ce qui est amené. Alors, si vous pouvez ne pas me croire, hein, mais... J'ai du mal à croire qu'on sache échantillonner des produits solides. Mais écoutez, vous savez, oui, on peut faire des tests ADN aussi de ce qui est arrivé. Mais très franchement, je pense que il faut faire confiance aussi au professionnalisme des gens. Ils vont pas mettre n'importe quoi dans leurs plantes. Et ils font quand même attention à ce qui est amené en termes de compost. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, lorsqu'on avait demandé au service des parcs et jardins peut-être d'ouvrir les parcs à du compost plus général de ce que pouvaient amener les gens, ils n'ont pas voulu pour éviter justement qu'il y ait des déchets non conformes dans ce type de compost et que ça puisse poser problème. Donc aujourd'hui, ils ont du compost 100% vérifié et c'est pour ça que vous pouvez aller en toute sécurité dans les parcs parisiens. Maintenant, on peut tout mettre en doute, monsieur. On peut tout mettre en doute. Mais ça ne repart que dans les parcs, ça ne rentre pas dans un cycle alimentaire, quoi. Voilà. On va faire un débat sur les... Une question suivante. Si, moi, je voudrais en poser une. Jean-Yves, je ne sais pas si tu pourrais répondre. Pour les immeubles qui ont des composts, qui commencent à être usagés parce qu'ils sont anciens, où est-ce qu'on peut demander le remplacement et avoir de la matière sèche? Alors, normalement, ce sont les services de la propreté, effectivement, qui gèrent la fourniture des composts, qu'ils soient collectifs ou individuels. Donc si effectivement c'est un compost collectif qui est abîmé, il faut peut-être voir directement avec les services de la propreté. D'accord, ok, merci. Il y a un monsieur aussi d'abord. Monsieur ? Oui, pardon. Oui, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il n'est pas possible d'étendre le même dispositif que ce qui existe dans les marchés, notamment la convention, ces petits réceptacles? C'est très bien, ça. Ah mais je vais vous donner la réponse très simplement. Monsieur Guillou, adjoint à la maire de Paris, n'est pas favorable à ce dispositif, ce petit dispositif justement mis partout. Aujourd'hui, la ville de Paris a fait un choix. C'est d'abord le Trilib et éventuellement à des endroits où on ne peut pas mettre de Trilib, c'est ces petits bacs-là qui sont beaucoup plus esthétiques. Absolument. Ce n'est pas ce que l'on souhaite à la mairie du 15e, donc on va avancer tranquillement pour essayer d'avoir ce type de bac et faire en sorte que ce soit eux prioritairement et dans d'autres cas le Trilib. C'est-à-dire qu'on va essayer d'inverser la chose. Ouais. Mais effectivement, je vous rejoins, ils sont très bien. Mais au départ, c'est la ville de Paris qui avait pour ces bacs, ces mini-bacs, c'est bien la ville qui avait mis en place ce dispositif. C'est la ville de Paris effectivement qui les a mis en place sur les marchés alimentaires. Ben oui. On a tout de suite nous acquiescé et même on a fait partie des premiers arrondissements où on a expérimenté et on a élargi. Maintenant il y a un autre choix qui est fait par la ville de Paris. On est en discussion avec eux, on va essayer de voir comment on s'en arrange. L'idée c'est d'avancer le mieux possible pour que l'arrondissement soit le plus doté dans des choses agréables et consensuelles pour tout le monde. Et le Trilib aujourd'hui n'est pas consensuel sur l'intégralité de l'arrondissement. Oui, juste une question pratique. Vous avez dit que les Trilib, les commerçants ne les voulaient pas devant leur porte. Enfin, disons qu'il n'est pas prévu de les mettre devant leur porte. Plus près votre micro, s'il vous plaît. Il n'est pas prévu de mettre le Trilib devant les portes des commerçants, ce que l'on peut comprendre. Donc, ça va être devant les immeubles. Est-ce que ça va être sur le trottoir, donc devant la porte, ou ça va être sur la chaussée? Vous en avez déjà vu, les Trilib? C'est assez imposant. C'est les 3 Alors, conteneurs. ils sont où, Madame Largillière, les Trilib? Normalement, ils sont sur... À votre avis, c'est quoi la politique de la ville de Paris? Voilà. Donc un Trilib, ça supprime un Trilib, ça supprime 2 places de stationnement. Voilà.
Donc, Aucune chance d'avoir devant les portes d'immeubles, quoi, d'accord. ah ben non, mais jamais vous aurez. Et puis de toute façon, moi en responsabilité, jamais je mettrai un truc pareil devant les portes d'immeubles. Déjà, on y va avec parcimonie sur les places de stationnement. Et quand c'est faisable et quand c'est utile et quand c'est voulu aussi par l'environnement, il n'y a pas de souci. Maintenant, jamais on mettra ça sur un trottoir. Vous avez vu la taille que ça fait? Bon, ben voilà. Ah oui, surtout qu'elle habite le 15e. Madame, est-ce que on peut donner un micro à madame, s'il vous plaît? Bonsoir. J'aurais voulu savoir si les bailleurs sociaux avaient l'obligation d'installer des composteurs collectifs dans les cours qui s'y prêtaient. Alors, j'aimerais bien qu'ils aient cette obligation-là parce que ce serait effectivement une bonne démarche de pouvoir récupérer beaucoup de biodéchets et finalement de nous aider à améliorer cette collecte. Malheureusement, il n'y a pas d'obligation au composteur collectif. Et donc, parce que le problème du composteur collectif, c'est ce que nous répondent aussi les grands immeubles sociaux, c'est aussi toute la gestion derrière, de manière à ce qu'on ne mette pas tout et n'importe quoi et que finalement, on ne puisse pas utiliser ce qui est dans ces composteurs. Mais c'est vrai que là-dessus, on a quelque chose à faire ensemble et à gagner et en discussion de manière à ce que ces grands ensembles puissent avoir ces composteurs collectifs, ce qui vous permettrait en plus, pour ceux qui y habitent, de ne pas être obligé d'aller dans la rue et d'avoir une collecte. Après, la difficulté, c'est quel est le volume, qu'est-ce qu'on fait, quelle est la destination aussi de ce qui va être dedans. Je rejoins les propos de monsieur. Le résultat du compost dans un composteur collectif n'est pas utilisé dans les parcs et jardins, puisque de temps en temps, effectivement, vous avez des gens qui peuvent y mettre des choses qui ne devraient pas y être. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'obligation. Mais par exemple, quand il y a un espace végétalisé dans une cour, c'est le cas là où j'habite, et si on trouve un collectif d'habitants pour s'occuper du... Eh ben, vous me trouverez en soutien pour qu'on aille discuter avec le bailleur, pour qu'on essaye de trouver une solution et amener un composteur collectif. Si en plus il y a un collectif d'habitants qui sont prêts à aider à la mise en place, à l'utilisation, à l'entretien, etc. Pourquoi pas? Alors là, avec grand plaisir. Bon, écoutez, je ferai la démarche. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur Pinet, vous me trouverez sur le site de la mairie. D'accord, merci. Oui, bonjour. Les composteurs collectifs, comment l'évacuation du compost elle sera faite et par qui et de quelle manière le compost sera réutilisé justement dans les immeubles collectifs? Alors là, j'aurais eu besoin des services techniques pour mieux vous expliquer plus finement, parce que je ne suis pas le pro du devenir. Je sais que pour beaucoup de composteurs collectifs, c'est utilisé par les immeubles pour leur propre plantation. C'est-à-dire qu'on est en circuit court, en vase clos. Voilà. La récupération, elle est compliquée. Alors, à moins que l'immeuble ait un partenariat avec un herboriste quelque part, etc., et qui viennent chercher, la ville ne collecte pas le résultat du composteur collectif. Et donc, l'excédent, qu'est-ce qu'on en fait? Je vous dis, c'est en vase clos ou d'avoir un contrat avec effectivement quelqu'un qui récupère ce genre de choses. Mais là, je ne veux pas non plus vous dire de bêtises. Il faudrait, au besoin, envoyez-moi un petit mail, écrivez-moi, et puis je vais interroger les services de manière à ce que vous ayez une réponse un petit peu plus fouillée de la part des services sur le devenir de ce surplus. Est-ce que ça voudrait dire que dans ce cas-là, les immeubles seraient obligés de prendre un contrat avec une société extérieure pour retirer les déchets? Alors, c'est pas forcément. Alors, d'abord, le résultat du compost n'est plus un déchet. C'est de la matière organique utilisable. Si vous prenez ce qui sort du compost, ça s'appelle plus du déchet. Enfin, je veux dire, voilà, vous avez de la terre riche qui est effectivement qui est bonne pour la culture. Donc, vous avez aussi un certain nombre d'entreprises qui viennent vous la reprendre gratuitement et sans pour autant que ce soit payant. Maintenant, je vous dis. Faites-moi un petit mail et je vous ferai apporter une réponse un peu plus claire, parce que là j'ai quelques lacunes sur le sujet. Ok. Excusez-moi, est-ce que ça ne peut pas être utilisé dans les jardins partagés, par exemple? Est-ce qu'ils pourraient récupérer le surplus
Si c'est les jardins partagés, oui, puisque là, après, c'est la décision de la personne qui Annie, fait la s'il vous plaît. parcelle. Là où, effectivement, je vous dis non, ça ne sera pas récupéré, c'est sur les parcs comme Saint-Lambert, où là, les jardiniers souhaitent savoir exactement ce qui a été mis dedans, etc. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est pas repris dans les parcs de ce côté-là. Mais pour le reste... Dans les jardins partagés, autrefois, on installait les composts. Et puis à un moment donné, ce fut interdit. Et puis maintenant, on reparle du compost. Alors il faut savoir où on va. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Bon, comme on a encore un tout petit peu de temps devant nous, on va demander à Monsieur Caron, qui est notre référent sécurité, de nous donner quelques informations. Et la crue aussi, il nous a dit qu'il y avait la crue. Merci Tiens. Bon, alors. Il nous a dit que ça dépassait la crue. Non, pas encore. Ah, Ok. Alors, question sécurité, effectivement. Je m'appelle Jean-Paul Caron. Vous pouvez me joindre et je peux vous communiquer mon numéro de téléphone qui est le 06 65 44 03 81 pour me faire remonter toutes vos informations concernant la sécurité, c'est-à-dire les points de deal, c'est-à-dire les réunions de personnes qui sont un peu suspectes, des voitures qui éventuellement sont garées et observent à droite à gauche, les cambriolages, éventuellement les vols qu'il y a. J'ai reçu beaucoup de remontées concernant des vols qui ont lieu sur le bus numéro 62. Tout cela, je le remonte au commissariat tous les mois. Nous avons une réunion sécurité au commissariat où nous remontons avec les autres référents de conseil de quartier, nous remontons toutes les informations à la police. Et la police, vraiment, s'en occupe à fond. Sauf pour la RATP, où malheureusement, ils n'ont pas de pouvoir d'intervenir. Il faut travailler par des agents de sécurité de la RATP, qui malheureusement interviennent en uniforme et ne sont pas toujours en civil. Il y en a très peu. Qu'est-ce qu'il y a encore à vous dire? C'est que je ne peux pas vous rapporter ce qui est dit au niveau du commissariat, parce que nous avons tous signé, les référents sécurité, un protocole de sécurité, de confidentialité. Donc on ne peut pas vous rapporter ce qui est dit au commissariat. Par contre, ce que je peux vous assurer, c'est que tout ce que vous me dites, tout ce que vous remontez, je le remonte au commissariat. Alors mon adresse mail, c'est caron, caron.jp@gmail.com. N'hésitez pas à me remonter toutes vos informations. Donc je répète, caron.jp@gmail.com. Vous pouvez me remonter vos infos, même des photos, tout ça, même le truc qui vous semble anodin. Le plus important, toutes ces informations, je les remonte au commissariat. La prochaine réunion aura lieu donc demain matin. Je suis au commissariat à 10h pour remonter déjà les informations qui m'ont été données. Il ouvre le commissariat? Pardon? Il a rouvert, ça y est? Il a réouvert? En fait, le commissariat n'a jamais fermé. On rentrait par une petite porte par derrière. Hein. Ah d'accord. Voilà. Alors 06 65 44 03 81. Alors, mais sois prudente quand tu me téléphones parce que ma femme est jalouse. Hein. C'est pas possible. Sur WhatsApp, il s'appelle Jean-Paul Juste une précision, Jean-Paul, sur la clause de confidentialité, elle ne porte que sur les noms des personnes mises en cause par les informations policières. C'est ce que m'a dit le commissaire Vallot il y a quelques jours. Donc tu peux nous dire un peu quelles sont les actions de la police en faveur de la protection de chacun d'entre nous dans le 15e. La seule chose que tu ne peux pas nous dire, c'est l'identité, évidemment, des personnes concernées et les procédures qui sont en cours, tant par le parquet et par la justice en elle-même. Mais tu peux quand même nous dire et nous rassurer sur le fait que l'action de la police nationale dans le 15e arrondissement est une action efficace sur un certain nombre de sujets et de dossiers. Je suis vraiment en faux avec ce que tu viens de dire. Parce que j'ai encore le document que j'ai encore relu avant de venir.
tout ce qui est dit au commissariat ne doit pas être apporté, et ça a été, on l'a signé. Alors Damien Vallot, je ne sais pas ce qu'il t'a raconté, mais je peux t'assurer que j'ai le document actuellement, je peux te l'envoyer. On ne peut absolument pas parler de ce qui est dit là-bas. Par contre, ce que je peux vous dire, effectivement, tout dernièrement, nous étions en réunion avec le commissaire Damien Vallot et le directeur général de la police, c'était donc il y a 3-4 jours, et nous avons évoqué différents problèmes qui se trouvent pour les commerçants de la rue Saint-Charles. Qui subissent actuellement une vague de cambriolage comme jamais ça s'est passé. Alors, pour pouvoir pallier à ce genre de cambriolage, nous avons fait une réunion avec des commerçants de la rue Saint-Charles et leurs représentants. Et il a été décidé qu'il allait y avoir, et même déjà, c'est déjà lancé depuis au moins une quinzaine de jours, des patrouilles de police, la BAC, des policiers en moto qui passent régulièrement. Et il y a eu beaucoup de petits jeunes qui sont appréhendés. Et ce sont des petits jeunes qui ont moins de 18 ans, ou même des fois ils disent qu'ils ont... disons, ils répètent qu'ils ont 17 ans, mais ils ont 17 ans des fois depuis plusieurs années, comme le dit souvent le commissaire. Alors, pourquoi 17 ans? Parce qu'à 17 ans, ils sont considérés comme enfants, et donc ils ont des privilèges, ils sont relâchés presque automatiquement. Alors, la police les arrête, bien entendu, ça suit la procédure, ça va jusqu'au parquet, et là, malheureusement, après, ça dépend plus d'eux, parce qu'ils sont relâchés immédiatement, et ils recommencent. Alors, c'est un gros problème. Autre chose que vous pouvez peut-être dire à vos commerçants, il y a une nouvelle procédure concernant les vols, les grivelleries qu'il y a dans les boutiques, c'est-à-dire des vols. Souvent, les commerçants évitent, ne veulent pas aller porter plainte parce que ça leur fait perdre du temps, ça fait perdre du temps à la police, même l'après-plainte, c'est assez long, etc. Donc, pour des petits vols de 10, 15, 20 ou 30 euros, ils appréhendent le gars puis le laissent partir sans porter plainte. Or, désormais, maintenant, il faut dire à tous ces commerçants qu'ils appellent immédiatement le 17, qui diligente immédiatement un policier et verbalise, et la personne qui a été prise, quel que soit son âge, est verbalisable d'une amende immédiate de 150 euros. Et ça évite aux commerçants de se déplacer et à la police de faire des papiers. Et ça, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Juste une précision, Jean-Paul. Les dates exactes, en moyenne, c'est quoi? C'est 2e, 3e semaine de chaque mois, la réunion que tu as? La réunion, c'est tous les mois. C'est absolument tous les mois. Il n'y a pas une date précise. Là, je sais que c'est demain à 10h, la prochaine réunion. Mais le mois prochain, ce sera peut-être à 14h, ce sera peut-être un autre jour. Il n'y a pas de jour particulier. Ça dépend de la disponibilité des officiers de police. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Bien, nous allons terminer ce conseil. Je vous remercie d'être venus. Et puis, on vous dit à la prochaine fois. Merci à Tristan, Vanessa et François pour l'installation de la salle et l'organisation. Merci.